L'année est 39 après Jésus-Christ, au palais impérial du Mont Palatin à Rome. Une fête est en cours, mais ce n'est pas une fête ordinaire. Des sénateurs sont présents, leurs épouses à leur côté. La musique résonne dans les couloirs de marbre. Le vin coule à flot, et puis l'empereur Caius, Julius, César Augustus, Germanicus, connu sous le nom de Caligula, fait quelque chose qui glace le sang de tous les présents. Il désigne l'épouse d'un sénateur et dit « Cette nuit, elle est à moi. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. » Le sénateur ne peut pas refuser, sa femme ne peut pas refuser. Et ce qui se passe ensuite dans les chambres privées de l'empereur, pendant que la fête continue en bas, a été documenté dans des fragments de lettres, découverts seulement en 1962 dans les archives du Vatican. Des lettres écrites par des sénateurs, terrifiés à des parents à l'étranger, les suppliant de ne jamais amener leur famille à Rome. Parce que Caligula n'était pas simplement un empereur fou comme Hollywood le dépeint, il était quelque chose de pire. Il était un homme qui avait compris que le pouvoir absolu signifiait qu'aucun tabou, aucune ligne morale, aucune loi divine ou humaine ne pouvait l'arrêter. Et il a testé cette hypothèse systématiquement. Durant 4 ans de règne, de 37 à 41 après Jésus-Christ, Caligula a transformé l'Empire romain en son terrain d'expérimentation personnelle pour voir jusqu'où la dépravation humaine pouvait aller. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est dans aucun film, n'est dans aucun manuel scolaire, parce que les historiens ont eu peur de tout documenter complètement. Même Suétone, l'historien romain qui a écrit La vie des 12 Césars 80 ans après la mort de Caligula, a utilisé des euphémismes et un langage codé pour décrire certains actes. Mais nous avons les lettres, nous avons les fragments et nous avons les registres sénatoriaux qui ont survécu dans des archives oubliées. La question n'est pas de savoir si vous pouvez supporter la vérité, c'est de savoir si vous êtes prêt à comprendre ce qui se passe quand un homme a un pouvoir illimité et aucune conscience. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains empereurs sont rappelés comme fous, tandis que d'autres tout aussi cruels sont appelés grands, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons dans les documents qui ont été censurés, dans les lettres qui ont été brûlées, dans les témoignages qui n'ont survécu que parce qu'ils ont été cachés. Chaque visionnage, chaque inscription nous aide à ramener une vérité enterrée à la lumière. Maintenant, retournons à ce palais, parce que l'empereur vient d'entrer dans la salle, et personne ne sait qui sera le prochain. Acte numéro 1, le bordel impérial, où les sénateurs étaient saints et forcés de prostituer leurs épouses. Voici quelque chose qui va briser votre compréhension du pouvoir. Caligula a transformé une partie du palais impérial en bordel, mais pas un bordel ordinaire. Il forçait les épouses et les filles de sénateurs à y travailler comme prostituées. Selon Suétone, qui avait accès aux documents impériaux, Caligula envoyait des invitations officielles aux familles sénatoriales. L'invitation semblait inoffensive, une célébration au palais, mais quand elles arrivaient, les femmes étaient séparées des hommes et emmenées dans des chambres spéciales. Là, elles étaient forcées de servir n'importe quel visiteur que l'empereur désignait. Les maris et les pères attendaient dehors. Ils pouvaient entendre, ils ne pouvaient pas entrer, ils ne pouvaient pas protester, parce que protester signifiait accuser l'empereur de déshonneur, ce qui était de la trahison, ce qui signifiait l'exécution immédiate de toute la famille. Une lettre découverte en 1978 dans les archives de Florence, écrite par un sénateur nommé Lucius Vitellius, décrit la nuit où sa femme de 23 ans a été emmenée. Il écrit « J'ai entendu sa voix à travers les murs. J'ai supplié les dieux pour la surdité. Quand elle était revenue à l'aube, nous ne pouvions pas nous regarder. Une partie de nous est morte dans cette pièce. » Et Caligula a souri au petit déjeuner, comme si rien ne s'était passé. Mais voici ce qui rend cela encore plus troublant. Caligula tenait des registres. Une tablette de cire préservée au British Museum, datée de 39 après Jésus-Christ, liste les noms de femmes nobles, combien de clients elles ont servi et combien d'argent elles ont généré. De l'argent, il les faisait payer, et l'argent allait directement au trésor impérial. Caligula ne faisait pas cela pour le plaisir sexuel, il le faisait pour le pouvoir absolu, pour prouver qu'il pouvait transformer les femmes les plus respectées de Rome
en marchandises et que personne ne pouvait l'en empêcher. Acte numéro 2. L'inceste public avec ses 3 sœurs, comme déclaration politique. Caligula avait 3 sœurs, Julia Agrippina, Julia Drusilla et Julia Livilla. Et selon plusieurs historiens romains, dont Suétone et Dion Cassius, il entretenait des relations sexuelles avec toutes les 3, mais pas en secret, publiquement lors de banquets, devant des sénateurs et leurs invités. Dion Cassius, écrivant en grec au IIe siècle, décrit comment lors d'un dîner officiel, Caligula a ordonné à Drusilla, sa sœur préférée, de s'allonger à ses côtés, non pas comme une sœur, mais comme une épouse. Et puis, devant tous les présents, il l'a traitée exactement comme un mari le ferait. Personne ne détournait les yeux, parce que détourner les yeux suggérait une désapprobation. La désapprobation était de la trahison. Mais voici ce que les historiens modernes ont découvert en analysant les correspondances sénatoriales. Caligula faisait cela stratégiquement. L'inceste était tabou à Rome, mais il était permis parmi les dieux. Les dieux de l'Olympe se mariaient constamment entre frères et sœurs. Jupiter a épousé sa sœur Junon. En pratiquant l'inceste publiquement, Caligula faisait une déclaration. « Je ne suis pas humain, je suis un dieu » et forcer l'aristocratie romaine à regarder et à applaudir, c'était les forcer à reconnaître sa divinité. Quand Drusilla est morte en 38 après Jésus-Christ, possiblement de fièvre, Caligula l'a officiellement déifiée, a construit des temples pour elle, a ordonné que tous à Rome l'adorent comme une déesse. Et selon les registres sénatoriaux préservés, il visitait ces temples la nuit et accomplissait des rituels matrimoniaux avec la statue de sa sœur morte. Une lettre écrite par un philosophe romain, dont le nom a été rayé, mais dont la lettre a survécu, décrit « L'empereur n'est plus lié par la mortalité. Il fait l'amour avec du marbre, pensant que c'est de la chair. Nous avons perdu non seulement un leader saint d'esprit, mais notre propre capacité à distinguer l'empereur du Dieu. Folie de divinité. » Acte numéro 3. Le jeu où les nobles étaient été forcés de regarder leurs épouses avec des gladiateurs. Caligula a inventé un divertissement spécial pour ses banquets privés, forcer des femmes nobles à avoir des relations sexuelles avec des gladiateurs devant leurs maris et leurs familles, mais ce n'était pas aléatoire, c'était psychologiquement calculé. Selon des fragments de journaux découverts lors de fouilles à Pompéi en 1951, Caligula choisissait spécifiquement les femmes les plus dévouées, celles connues pour leur fidélité matrimoniale exemplaire, celles qui avaient reçu des honneurs publics pour leur chasteté. Et il choisissait les gladiateurs les plus brutaux, généralement des criminels condamnés, des esclaves couverts de cicatrices et de sang de la reine. La femme était amenée au centre de la salle de banquet. Le gladiateur était amené directement de l'arène, sans se laver, encore couvert de sang. Et Caligula ordonnait simplement « Divertissez-nous ». Le mari devait regarder, la famille devait regarder, et à la fin, tous devaient applaudir, parce que ne pas applaudir était insulter l'empereur. Un sénateur nommé Gaius Calpurnius Piso, qui dirigerait plus tard la conspiration pour assassiner Caligula, a décrit dans une lettre interceptée « J'ai vu ma femme détruite devant mes yeux. Je ne peux pas la venger sans condamner mes enfants à mort. Alors je souris et j'applaudis et je meurs un peu plus chaque jour. Mais un jour, l'empereur découvrira que même les hommes morts peuvent tenir un poignard. » Cette lettre a été utilisée comme preuve lors du procès de Pison après l'échec de la conspiration. Il a été exécuté, sa femme a été exécutée, ses enfants ont été vendus comme esclaves et la lettre a été préservée dans les archives impériales comme avertissement. Acte numéro 4. Il avait aussi une méthode spécifique pour détruire les hommes puissants, les forcer à se marier avec lui lors de cérémonies publiques. Selon Suétone, Caligula s'est marié avec au moins 5 hommes pendant son règne, dont un consul nommé Lucius Vitellius et un acteur populaire nommé Nestor. Mais ce n'étaient pas des cérémonies symboliques, c'étaient des mariages complets avec voile, dot et consommation publique. Une tablette découverte en 1989 dans les archives d'Alexandrie contient une partie du contrat matrimonial entre Caligula et le consul Vitellius.
Le document est juridiquement contraignant. Il liste Caligula comme mari et Vitellius comme épouse, inclut des clauses sur la fidélité, la dot et les devoirs conjugaux. Vitellius, l'un des hommes les plus puissants de Rome, a été forcé de porter des vêtements féminins, de porter un voile et de participer à une cérémonie de mariage complète au forum devant des milliers de personnes. Et puis, selon les récits, il a été emmené à la chambre impériale pour la consommation devant des témoins sélectionnés. L'objectif n'était pas le plaisir, c'était l'anéantissement psychologique. Vitellius n'a jamais récupéré son statut. Même après la mort de Caligula, il était connu comme l'épouse de l'empereur fou. Sa carrière politique s'est terminée. Sa famille a été marquée par la honte pendant des générations. Et Caligula a fait cela non pas une, mais 5 fois, avec des cibles soigneusement choisies. Chaque mariage était un message. Je peux transformer l'homme le plus puissant de Rome en femme. Je peux transformer des consuls en concubines. Et il n'y a rien que vous puissiez faire. Acte numéro 5. Le rituel des vierges vestales qui a brisé le tabou le plus sacré de Rome. Voici l'acte qui a finalement uni les sénateurs pour le tuer. Les vierges vestales étaient les prêtresses les plus sacrées de Rome. Elles gardaient le feu éternel de Vesta, déesse du foyer. Elles devaient rester vierges pendant 30 ans, sous peine d'être enterrées vivantes. Les toucher sexuellement était le plus grand sacrilège possible à Rome, punissable de mort immédiate. En 40 après Jésus-Christ, pendant le festival de Vesta, Caligula est entré dans le temple de Vesta, où seules les prêtresses pouvaient entrer. Et selon Suétone, et confirmé par des documents du collège pontifical, découverts en 1876, il a violé l'une des vierges sur l'autel même de la déesse. Son nom a été effacé des registres, mais son âge a été préservé. 14 ans. Elle était devenue vestale seulement 2 ans auparavant. Après l'acte, Caligula ne l'a pas tuée. Pire, il l'a gardée au palais comme concubine, la forçant à briser ses vœux quotidiennement. Et puis, dans un acte de cruauté suprême, il l'a publiquement accusée d'avoir brisé ses vœux de chasteté et a ordonné son exécution traditionnelle, être enterrée vivante. Elle a été enterrée dans une chambre souterraine, près du forum romain, avec une petite quantité de pain et d'eau. La chambre a été scellée et elle a été laissée pour mourir lentement de faim et d'asphyxie. Mais voici ce qui a finalement brisé la loyauté des sénateurs. Avant de sceller la chambre, Caligula lui a rendu visite une dernière fois. Et selon une lettre écrite par un garde prétorien qui a témoigné, il lui a dit « Tu mourras en sachant que j'ai brisé non seulement ton corps, mais la déesse même que tu servais. » Et Vesta n'a rien fait. Cet acte n'était pas seulement de la dépravation, c'était un blasphème calculé, une déclaration que même les dieux ne pouvaient pas l'arrêter. 3 mois plus tard, le 24 janvier 41 après Jésus-Christ, Caligula a été assassiné par des officiers de la garde prétorienne dans une conspiration qui incluait des sénateurs, son propre oncle Claude et même quelques esclaves du palais. Il avait 28 ans, il a régné seulement 4 ans. Mais pendant ces 4 ans, selon des estimations historiques basées sur les registres sénatoriaux, il a exécuté ou causé la mort d'au moins 1000 citoyens romains, dont des dizaines de sénateurs et leurs familles. Après sa mort, le Sénat a tenté quelque chose sans précédent, damnatio memoriae totale. Ils ont ordonné que son nom soit ciselé de tous les monuments, ses statues détruites, ses lois révoquées, ses registres brûlés, comme s'il n'avait jamais existé. Et cela a presque fonctionné, presque. Mais certaines lettres ont survécu, certains journaux ont été cachés, certains témoignages ont été préservés dans des archives distantes, et des siècles plus tard, nous les avons trouvés. Alors pourquoi cette histoire est-elle importante? Parce qu'elle ne concerne pas la Rome antique, elle concerne ce qui se passe quand une personne a un pouvoir absolu sans reddition de comptes. Caligula n'était pas un cas isolé. L'histoire est pleine de dirigeants qui, quand on leur donne un pouvoir illimité, découvrent qu'il n'y a pas de limite à la cruauté humaine. Il n'était pas un monstre né. C'était le produit d'un système qui concentrait tant de pouvoir en une personne qu'il pouvait littéralement faire n'importe quoi sans conséquence. Et cela l'a complètement corrompu.
Pensez-y. Caligula a commencé son règne populaire quand il est devenu empereur à 24 ans. Le peuple de Rome a célébré. Il était jeune, charismatique, petit-fils du général bien-aimé Germanicus. Les 6 premiers mois de son règne ont été marqués par des réformes populaires, des jeux généreux et le pardon des exilés. Et puis quelque chose a changé. Certains historiens disent que c'était une maladie grave qui l'a rendu mentalement instable. D'autres soutiennent que c'était simplement la réalisation progressive, que personne ne pouvait l'arrêter. Quelle que soit la cause, le résultat a été le même. En moins de 4 ans, il a transformé Rome en son terrain personnel d'expérimentation de la dépravation. Et voici ce qui brise le cœur. Tout le monde n'est pas resté silencieux. Des sénateurs ont essayé de résister. Des philosophes ont écrit des traités condamnant la tyrannie. Même des membres de sa propre garde ont exprimé leur malaise. Mais le système était trop grand, avait trop de pouvoir concentré au sommet, était trop efficace pour écraser la dissidence, pour que la résistance individuelle importe. La résistance n'a fonctionné que lorsqu'elle est devenue une conspiration organisée, et même alors, il a fallu 4 ans d'horreur pour que suffisamment de courage s'accumule. L'Empire romain a survécu 400 ans après Caligula. Ils ont appris des leçons, ont mis en place plus de contrôle sur le pouvoir impérial, mais jamais complètement, parce que le système qui a créé Caligula, le système de pouvoir absolu concentré en une personne, était trop utile quand l'empereur était sain d'esprit. Le problème était qu'il n'y avait aucun moyen de garantir la santé mentale. Vous venez de témoigner de 5 des vérités les plus troublantes sur le pouvoir absolu. Des histoires comme celle-ci vous font questionner comment les sociétés permettent aux monstres d'accéder au pouvoir. Alors abonnez-vous et continuez à explorer les ombres de l'histoire avec nous. Parce que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'en regardant directement dans l'abîme. Caligula aurait dû être effacé de l'histoire. C'était le plan du Sénat romain quand ils ont ordonné la damnatio memoriae, détruire toutes les statues, effacer tous les noms, brûler tous les registres, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais cela n'a pas fonctionné, parce que vous ne pouvez pas effacer ce qui est écrit dans des lettres cachées dans des archives pendant des siècles. Vous ne pouvez pas détruire des témoignages préservés dans des villes lointaines. Vous ne pouvez pas faire taire des voix qui sont déjà mortes, mais dont les mots survivent sur des fragments de papyrus et des tablettes de cire. Et maintenant ces voix sont ici avec vous. Parce que vous avez écouté, parce que vous vous êtes souvenu, parce que vous avez refusé de laisser l'oubli avoir le dernier mot. Laissez un commentaire. Dites ce que vous avez ressenti en découvrant jusqu'où le pouvoir absolu peut corrompre. Et si vous voulez plus de vérité enterrée que les dirigeants ont essayé d'effacer, abonnez-vous, parce que certaines histoires sont trop horrifiques pour être oubliées, et c'est exactement la raison pour laquelle nous devons nous en souvenir.